Il est 9h22, merci d'être avec nous. Il est là, François Boulot. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes avocat et porte-parole des Gilets jaunes. Vous êtes avocat à Rouen. Ce livre, Reprendre le pouvoir, et c'est un manuel d'anticipation politique aux éditions des Liens qui libèrent. Oui, on vous avait vu donc beaucoup lors du mouvement des Gilets jaunes sur cette question de la démocratie participative, les citoyens. Donc c'est un peu ça derrière Reprendre le pouvoir. Mais sauf que là, aujourd'hui, vous abordez davantage peut-être les questions économiques. D'un mot peut-être aussi sur le mouvement des Gilets jaunes et ce qu'il est devenu et ce qu'il pourrait renaître ou pas, François Boulot. Alors, deux choses. Sur les Gilets jaunes, bon, je crois que tout le monde a vu qu'il a été mis KO par le pouvoir, par une répression policière et judiciaire qui a été extrêmement puissante. On a éborgné, mutilé des gens, etc. Si bien qu'on a créé une peur tenace de manifester aujourd'hui dans notre pays. Est-ce que la liberté de manifester existe encore quand on voit ce qui se passe, ou à chaque fois, ça se passe très mal, en particulier à Paris. Maintenant, si les gens... Il y a eu en plus le Covid et des conditions sanitaires. Bien sûr. Et puis, il y avait eu des manifestations où ça avait dégénéré, quoi, aussi. Voilà, c'est exactement ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, comme le pouvoir n'a pas répondu aux revendications, la colère est toujours là. C'est bien que si les gens ne portent plus le gilet jaune sur le dos, le gilet jaune est toujours dans le cœur, et la colère, elle est toujours dans les esprits. Et le livre essaye de répondre à ça. Essaye de dire, écoutez, notamment aux classes dominantes, classes moyennes supérieures, qui ne veulent pas changer de logiciel politique et économique, dire, attendez, ça va mal finir cette histoire-là. Et donc j'ai essayé, effectivement, de déconstruire le néolibéralisme, mais j'entends beaucoup parler de ce mot de la part des intellectuels, où on parle en fait des doctrines, des concepts, et c'est difficilement accessible pour les gens. Donc j'ai essayé moi de partir de c'est quoi le néolibéralisme dans la tête des gens aujourd'hui en fait, comment il se manifeste, comment il se caractérise. Oui, vous le découpez en 5 parties. Hein. Exactement. En fait, je suis parti des 5 dogmes en fait économiques qu'on entend tout le temps dans les bistrots, dans la rue, avec mon entourage, des étrangers. Bref, dès que je débat politique, j'identifie en gros les 5 principes qui font qui sont des idées reçues et que j'essaie de déconstruire. Alors, parlez-nous justement de ces 5 principes. Alors, derrière, on pourra en débattre. Voilà. Alors, les 5 principes, ce sont les suivants. C'est la croissance. C'est-à-dire qu'il n'y a que la croissance qui peut augmenter le pouvoir d'achat des citoyens. Premier principe. Deuxième, c'est la concurrence. L'État, c'est mal, il ne sait pas gérer. L'État, il n'y a que le secteur privé qui est performant, qui est compétitif. Troisième principe, c'est l'austérité. C'est-à-dire qu'il y a la dette, mon Dieu, l'État est en faillite, les générations futures, il faut réduire les dépenses publiques. Quatrième, c'est l'attractivité, c'est-à-dire qu'on nous explique qu'on ne peut pas augmenter les impôts, surtout pour les plus riches de la société, parce que sinon ils vont partir, ils vont s'évader fiscalement, et donc l'économie va s'effondrer. Puis le cinquième principe, c'est la flexibilité, c'est l'idée qu'il faut libérer le marché du travail, parce que comprenez que le coût du travail est trop cher en France, et que les chômeurs ils sont trop feignants pour vouloir travailler, donc il faut flexibiliser pour libérer les énergies. Bon. Quand vous croyez à ces 5 principes, ou même, je dirais, à 2 ou 3 seulement, ça y est, votre pensée, elle est bloquée. Vous ne pouvez pas penser à une alternative politique. Sauf que, et c'est le constat dont je pars dans le livre, la situation, elle est très mauvaise. Avant même la crise du Covid, on était déjà dans quelque chose que beaucoup de gens ignorent. La baisse du niveau de vie de la société française est enclenchée. Depuis la crise de 2008, sur les 10 années qui ont suivi la crise de 2008, c'est 10% des Français qui ont connu une baisse de leur niveau de vie. Et depuis 2018, c'est 30% des Français, au moins, qui sont atteints par la baisse du niveau de vie. Je dis au moins parce que là, je vise 2 études de l'INSEE et j'explique que ces études peut-être sous-estiment l'ampleur du phénomène parce que, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, il y a des approches et des calculs de l'INSEE qui sous-estiment l'inflation. Et donc, forcément, si vous prenez un coût de la vie qui est parce que moins tout n'est pas pris en compte dans les calculs. Tout n'est pas pris en compte, le logement, il y a des calculs, des effets, un effet qualité notamment qui est appliqué. Bref, tout ça pour dire que l'ampleur du phénomène est peut-être sous-estimée et que, par conséquent, si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir une société qui connaît une baisse du niveau de vie pour donc au moins 30% de la société française, avec dans le même temps une explosion des revenus, et ça on le sait, il y a des rapports donc, officiels, y compris pris sous l'égide de France Stratégie, c'est une agence gouvernementale qui nous explique que c'est 1 ou 0,1% des Français les plus riches explosent leurs revenus. Comment? Par les plus-values immobilières. Alors ça a diminué donc aujourd'hui avec justement les quelques réformes. Ils ne sont plus 1, et quelques, mais la richesse elle est détenue par moins de... 0,1% même. En réalité c'est même 0,1% les 0,1% qui voient leurs revenus exploser. Comment? Plus-value immobilière, c'est-à-dire les revenus de la spéculation financière, et deuxièmement la distribution de dividendes, où on est à 57 milliards de distribution de dividendes en 2018. Mais ça veut dire que 99% des Français doivent reprendre le pouvoir, c'est ça? Exactement. C'est ma thèse, c'est de dire, écoutez, en fait, il faut, pour s'émanciper politiquement, partons de l'économie. Moi, je pense que tous les citoyens devraient avoir des bases en économie. C'est le nerf de la guerre. On voit bien que toute la politique, tout le système fonctionne autour de l'économie. Mais ça, vous l'avez senti sur le terrain avec les Gilets jaunes, justement, de cette méconnaissance de l'économie ?
Oui, je pense que malheureusement, on a un débat public qui est totalement atrophié, qui parle très peu des questions économiques. Quand il en parle, on cesse de nous rabâcher des slogans. Donc le coût du travail est trop élevé en France, il faut flexibiliser le marché du travail, il y a trop de rigueur, de lourdeur administrative et blablabla. Bon, c'est totalement déconnecté de la réalité. Ah oui, mais ça, ce sont des thèses économiques qui sont quand même fortement développées, qui sont imposées sur la planète entière, quoi. Oui. Ce que vous dites, la Chine qui partait de très loin, elle s'est développée aujourd'hui, et donc elle est beaucoup plus puissante que nous, parce qu'elle a développé, elle s'est appuyée sur les 5 principes que vous venez de développer là, tout à l'heure, non ? Je suis pas d'accord avec vous parce que... c'est pas moi, c'est ce que disent beaucoup d'économistes. Oui, bien sûr, mais c'est parce qu'on n'entend que, en fait. Ouais. On n'entend que les économistes qui défendent ces dogmes-là. Et le problème, notamment, il y a beaucoup d'économistes, notamment, je pense aux économistes atterrés, avec Henri Stardignac, Christophe Rameau, mais vous avez des gens aussi comme Frédéric Lordon, des intellectuels comme Emmanuel Todd, qui défendent des thèses économiques tout à fait différentes. Et notamment, en fait, le point de clivage, parce que finalement, la conclusion sur mon analyse économique, c'est qu'en fait, ce qui fait la bascule, c'est la question du libre-échange ou du protectionnisme. Si vous mettez dans le libre-échange tel qu'on l'a fait en France, avec notamment les traités européens et le marché unique, qui dérégulent totalement les échanges commerciaux, alors, de fait, vous vous placez en concurrence avec tous les pays du monde, et en tout cas au sein du marché unique, avec, par exemple, la Pologne. Bon, quand la Pologne a un salaire minimum à 500 € et que nous, il est à 1500 €, il est évident que le propriétaire d'une entreprise, l'actionnaire, il va aller faire produire s'il peut en Pologne. Alors vous voulez quoi, qu'on ferme les frontières ? Non, le but, c'est pas de fermer les frontières. En fait, sort des traités. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse mener une politique économique. Je veux dire, se livrer au libre-échange, c'est pas une politique. On dérégule et en fait, finalement, le dirigeant politique fait plus rien. Bon, ça, c'est facile à faire. Moi, ce que je veux, c'est que la politique, ça redevienne difficile pour le politique. Pas pour le plaisir, parce qu'on n'a pas le choix. Comment ça devient difficile ? C'est appliquer une politique protectionniste. Ah oui, là, ça devient compliqué. Parce que là, effectivement, il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Il faut éviter les mesures de répression commerciale des autres pays, etc. Bon, il faut prendre en compte les rapports de force qui s'exercent. Mais il n'y a que comme ça qu'on pourrait arriver à dire, bon, on va protéger tel et tel secteur stratégique pour l'économie française. On décide de l'orienter, de maximiser nos efforts et la protection de ces secteurs industriels, par exemple, ou technologiques. Et de cette manière, on peut recréer une industrie française. Mais d'un point de vue politique, François Boulot, on y reviendra peut-être tout à l'heure aussi, mais là, vous rejoignez finalement des thèses d'un côté des deux extrêmes. D'un côté l'extrême gauche, de l'autre côté la droite, l'extrême droite, non ? Le Rassemblement national ? Vous situez où, vous ? Moi, si vous voulez, j'ai du mal à me situer aujourd'hui dans la classe politique française. Sachant qu'en 2000, vous votiez Sarkozy à l'époque. Alors, oui, mais c'était en 2007. J'avais 20 ans. Non, mais tout à fait. Pour dire qu'il y a un chemin. Vous parlez d'un coma politique, d'ailleurs. Tout à fait. À l'époque, je pense que j'étais dans le coma politique et vraiment, en toute humilité, je pense à l'époque, j'étais très ignorant. Voilà, j'avais 20 ans. Parce que j'avais voté avec conviction. Vous voyez, c'est pour vous dire à quel point aujourd'hui... C'est pour ça que c'est intéressant de savoir où vous vous situez aujourd'hui. Oui, exactement. Mais en fait, ça va être difficile de me situer avec une étiquette. Moi, je vais me définir suivant 3 principes. J'ai qu'aujourd'hui, c'est la question de la souveraineté. Parce que la souveraineté économique, c'est aussi la question de la démocratie. C'est-à-dire, est-ce que notre pays a la possibilité de changer son destin, de changer d'orientation politique, d'orientation économique. Ensuite, il y a la question évidemment... Vous n'êtes pas très positif dans votre livre. Non, parce qu'effectivement, on a abandonné la souveraineté, en particulier à l'Union européenne, avec la question de la monnaie et des règlements commerciaux qu'on ne peut plus articuler, piloter. Donc, effectivement, on a perdu la maîtrise. Donc ça, c'est le premier point. Premier point. Deuxième point, la répartition des richesses. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pour une égalité de revenus absolue. Simplement, je suis le système soviétique, quoi. Non, pas du tout. Je suis pour que les inégalités soient justifiables et justifiées. Il y a eu une explosion des revenus pour les très, très riches dans ce pays. Il y a une stat qui est édifiante. Vous avez les 500 familles les plus fortunées de France. En 96, elles comptaient pour 6,7% dans le PIB français. En 2017, elles sont passées à 25%. En 2018, elles sont passées à 30%. C'est Challenge qui le dit. Vous voyez, c'est pas l'humanité, c'est Challenge. Bon, donc là, on a une dérive absolument impossible, intolérable, parce qu'elle parasite le fonctionnement de l'économie en général depuis 30 ans. Et donc, c'est avec ça qu'il faut rompre. Et puis, évidemment, le troisième principe, c'est la transition écologique. Bon, voilà quelles sont mes grandes idées. Mais si vous voulez, moi, je ne me situe pas du tout dans un cadre de programme politique, dans un cadre électoral. Je crois que le mal, il est extrêmement profond. Il faut changer notre vision du monde. Là, on a une remise en question citoyenne à faire. Et en fait, j'en fais appel au principe de Gramsci, de l'hégémonie culturelle. Changeons notre vision du monde, celle qu'on a depuis 40 ans. On a les mauvaises lunettes et on court à la catastrophe. Et vous voulez en parler avec François Boulot. 0826 300 300, on vous attend au standard. Reprendre le pouvoir, un manuel d'émancipation politique aux éditions des Liens qui libèrent. On vous attend au standard. On revient dans un instant. À tout de suite. Aldi.
place aux nouveaux consommateurs. 275 grammes, soit 6,15 € le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur aldi.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h34, l'avocat François Boulot est avec nous. Reprendre le pouvoir, manuel d'émancipation politique aux éditions des Liens qui libèrent. Et vous avez commencé à appeler 0826 300 300 avec Hervé qui nous appelle d'Antony. Bonjour Hervé. Oui, bonjour, oui. Vous avez une question pour François? J'ai des questions. Oui, j'ai une question, mais j'ai surtout une réflexion, si vous voulez. Oui. Moi, je veux dire, je suis atterré par ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire que moi, je trouve le flou idéologique, c'est-à-dire que reprendre le pouvoir, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Le libéralisme, c'est quand même. Alors, bien sûr, il y a des défauts, mais le libéralisme, c'est la liberté. C'est le concept de liberté appliqué à la liberté économique depuis d'ailleurs avant, mais même depuis la Révolution française. D'autre part, moi, je remarque qu'il n'y a pas fait d'historique du mouvement des Gilets jaunes qui se sépare totalement de toutes les révoltes qu'il y a eu, toutes les révoltes paysannes en particulier qu'il y a eu depuis le XIVe siècle en France. Le mouvement des Gilets jaunes a refusé toute hiérarchie, tout dirigeant, alors que jusqu'ici, jusqu'à si vous voulez, dernièrement, quand il y avait des révoltes, elles étaient organisées. Donc on ne peut pas, si vous voulez, construire une société sans hiérarchie, sans dirigeant. Puis d'autre part, je remarque le flou idéologique de François Boulot, parce que il parle de Dominique Lordon. Mais Lordon, c'est l'extrême gauche et c'est ceux qui restent de l'URSS. On ne va pas recommencer les erreurs du passé. Alors, restez avec nous, Hervé. François Boulot va répondre à vos questions qui sont assez pertinentes, quoi. Oui, les questions sont très pertinentes. Alors, déjà, vous faites une confusion, mais je le comprends parce que la confusion est tout le temps faite dans le débat public. De son liberté, entre néolibéralisme et libéralisme, monsieur. Et c'est exactement ce que j'explique, c'est que quand je critique le néolibéralisme, je ne critique pas le libéralisme. Il y a une différence fondamentale. Le libéralisme, il est basé sur la notion d'émancipation individuelle, de défense des libertés individuelles. Ça, effectivement, en ce sens-là, je suis libéral. En revanche, je suis contre l'idée qu'il faudrait déréguler l'économie. Et là, je me réfère notamment à Lacordaire qui explique que quand vous avez des rapports de force, en gros, entre le riche et le pauvre, c'est la loi c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit au sens de protéger. Donc, il faut de la régulation économique pour juguler les rapports de force, si vous voulez. Donc, il faut vraiment faire cette distinction entre néolibéralisme et libéralisme. Ensuite, vous parliez des Gilets jaunes qui n'avaient pas de représentants. Effectivement, il y a un problème de confiance aujourd'hui dans notre société qui s'est matérialisé notamment au sein des Gilets jaunes parce que comme ils se sont fait trahir par la classe politique depuis 40 ans, en tout cas c'est le sentiment qu'ils ont et moi je le partage intégralement, on comprend la difficulté que c'est de déléguer à nouveau son pouvoir et de faire confiance à quelqu'un. Enfin, vous parliez de Frédéric Lordon parce que je l'ai évoqué comme référence. C'est pas parce que je le cite que j'approuve 100% de sa pensée. Moi je pense que Frédéric Lordon, j'approuve toutes ces analyses qui consistent à critiquer la société actuelle et le système politique actuel. En revanche, effectivement, je n'irai pas sur tout, adopter, épouser l'ensemble de ces positions. Je pense effectivement que, je suis pas, j'ai évité le mot capitalisme à dessein parce que je ne vais pas jusqu'à dire qu'il faut dépasser le capitalisme. Je pense qu'il faut que l'État régule à nouveau l'économie, que le politique domine le marché. Mais après, j'essaye d'éviter cette notion de capitalisme parce que il faudrait passer des heures en fait pour s'accorder sur la définition du terme de capitalisme. On va jamais se mettre d'accord sur ce sujet-là. Mais voilà, quand je fais référence à Frédéric Lordon, ça ne veut pas dire que j'approuve toute sa pensée. Donc je vous invite à lire le livre, vous comprendrez mieux la mienne. C'est vrai. Et sur ce qu'évoque aussi Hervé, c'est-à-dire est-ce qu'il faut une hiérarchie, une organisation pour pouvoir ce qu'on a reproché aux Gilets jaunes, hein, c'est-à-dire de ne pas avoir de hiérarchie, de véritable organisation pour ensuite pouvoir peser dans le débat, quoi. Parce qu'on l'a vu, les Gilets jaunes ont pesé à un moment donné dans la rue, mais après dans les débats démocratiques en tant que tels et dans les urnes, ils n'existaient plus, quoi. Bien sûr, mais c'est évident qu'une société ne peut fonctionner qu'avec une représentation. Ouais. La question, c'est celle du lien de confiance, encore une fois. Moi, vous voyez, sur les ronds-points, les Gilets jaunes, ils m'ont fait confiance, mais ils m'ont fait confiance pourquoi ? Parce qu'ils ont pu me connaître, parler avec moi, ils se sont dit, ah bah oui, effectivement, lui, il nous représente plutôt bien, il décrit plutôt bien ce qu'on pense, donc on lui donne le mandat, et puis, mais j'étais contrôlé, c'est-à-dire que si j'avais commencé à dire n'importe quoi, en tout cas des choses en contradiction avec ce qu'il pensait, il m'aurait dit non, mais tu ne nous représentes plus. Donc, c'est ce lien-là, en fait, qui est perdu avec la classe politique, c'est qu'on vote pour eux,
Puis après, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent revenir sur leur promesse électorale, comme ça leur chante, faire le contraire de ce qu'ils ont dit. On l'avait vu avec François Hollande, qui a été élu. Est-ce que vous croyez alors qu'on peut réenchanter un petit peu cette démocratie d'une manière ou d'une autre en accordant davantage de liens avec le terrain? Oui, bien sûr. Je pense qu'en fait, il faut redonner du pouvoir. Ça passe en priorité par redonner de la connaissance aux citoyens. Il faut absolument nous repolitiser, reprendre conscience de ce qui se passe, comprendre pourquoi on est dans cette situation. Et ça passe par une compréhension notamment de l'économie. Ça passe par une compréhension des mécanismes de la démocratie. Et c'est ce que j'ai essayé vraiment de faire dans le livre, c'est de rendre accessibles ces notions-là, qui peuvent être compliquées. J'essaie d'en parler de manière simple. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Il y a que des gens qui ne savent pas expliquer de manière simple. Et j'irai même plus loin. Je veux dire, je vais essayer dans les prochains jours, prochaines semaines, j'ai ouvert un blog, je vais lancer une chaîne YouTube, je vais produire du contenu qui sera gratuit, accessible. Je vais essayer d'accompagner les gens dans la lecture du livre. Je vais permettre aux gens, s'ils veulent me poser des questions, de le faire. Et j'essaierai de répondre. Je sais combien, on ne va pas se mentir, c'est compliqué de lire. Et aujourd'hui, dans notre société, on est accaparé par toutes sortes d'activités. Il y a beaucoup de gens qui, depuis longtemps, ont abandonné la lecture. Donc je sais à quel point ça peut effrayer. Je veux vraiment essayer d'accompagner ça. Débattons, parlons, essayons de comprendre. On aura une autre vision du monde et ça pourra produire véritablement des changements. Oui, mais vous revenez aussi sur l'alternative politique en disant il n'y en a pas finalement. Et comment se faire entendre s'il n'y a pas suffisamment d'alternatives? Oui, c'est précisément le problème. C'est qu'aujourd'hui, on a une classe politique qui, à mon avis, ne représente pas les aspirations au changement qui s'expriment dans la société. Et je pense que le mal est profond. Quand on me demande ce que je pense de la classe politique, je pense malheureusement qu'ils sont pris dans des logiques. Je veux dire, ce sont des êtres humains. Alors, vous avez peut-être des gens malhonnêtes, bien sûr, mais vous avez des gens surtout qui sont la tête dans le guidon, qui sont pris dans un système, un engrenage infernal où il faut trouver la bonne place dans l'organisation politique pour avoir le mandat. Puis quand on a le mandat, il faut essayer d'avoir à nouveau le prochain mandat, etc. Ils sont pris dans des logiques, ils ne peuvent plus prendre du recul, ils ne peuvent plus penser le monde, ils ne sont plus indépendants intellectuellement. Et donc malheureusement, comme la confiance est rompue avec ces gens-là, vous savez, pour prendre des décisions, en fait, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit vous avez vous-même la connaissance, et donc vous vous basez sur vos convictions et vos connaissances pour prendre une décision, soit vous faites confiance. Bon, on a bien compris que la confiance, elle est rompue. Oui, mais comment on fait? Moi, je comprends on reprend les connaissances nous-mêmes. Oui, mais comment on fait? C'est-à-dire que les gens votent plus parce qu'ils n'ont plus confiance sur les politiques. Et c'est le chat qui se mord la queue, en fait. Comment on fait? C'est quoi la solution? Je pense que, en fait, je fais référence au concept d'hégémonie culturelle de Gramsci. L'idée, c'est que si on produit une vision du monde, une autre vision du monde à la base de la société, mais aussi dans les classes dominantes, dans les élites. C'est-à-dire qu'évidemment, il va falloir à un moment donné que la parole se libère un peu dans les médias. Vous voyez, on parle beaucoup de libération de parole, mais c'est quand même compliqué. Parlons sur Sud Radio, on essaie. Allez-y. Sur Sud Radio, il n'y a jamais de difficulté. Mais vous voyez, le débat économique, c'est compliqué. De parler d'Union européenne et de critiquer le néolibéralisme, ça peut parfois être très compliqué. Donc, il faut arriver à ce que la classe moyenne supérieure, qui est ma classe sociale, renonce à ses illusions, se remette en question, déconstruise les dogmes économiques en lesquels elle croit, et en fait, ça l'arrange bien d'y croire parce qu'elle est plutôt gagnante pour l'instant dans la situation économique, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce qu'il n'y a plus que les 1% les plus riches qui vont en bénéficier, et déjà les 20 ou 25% commencent eux aussi à avoir une situation qui au moins stagne. De la classe moyenne, supérieure. Exactement. Après, je vais juste vous relancer 2 secondes en vous disant qu'une fois qu'on a fait ça, ensuite vous dites que la personne qui est aux affaires, finalement, elle n'a pas les moyens de travailler. C'est-à-dire que on est un pieds et poings liés avec l'Europe. C'est quoi aussi le Oui, bien sûr. Alors, je déconstruis déjà l'idée de l'homme providentiel. Il n'y a pas un homme qui va émerger et qui va représenter le peuple. Ou une femme. Ou une femme, bien sûr. En l'état, c'était l'homme au sens générique. Oui. En l'état des médias, justement, ça n'est pas possible. On est bloqué dans la vision néolibérale et on n'arrive pas à en sortir. Alors, et effectivement, de toute façon, demain, une force politique alternative qui voudrait vraiment changer de politique arriverait au pouvoir, la première question qui se poserait à elle, c'est le rapport à l'Union européenne. Il est évident que nos marges de manœuvre, elles sont quasi inexistantes avec les délégations de souveraineté qu'on a consenties sur la monnaie avec l'euro et sur le marché unique, la dérégulation généralisée. Je rappelle que le marché unique, c'est une zone de guerre économique en réalité. On crée... C'est fou en fait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on coopère. Mais attendez, les traités, ils sont basés sur la concurrence.
Ouais, Alors, on va signer, mais on n'a pas besoin de signer des traités pour être en concurrence. Ça, c'est l'état naturel des choses, d'être en concurrence. Ah oui, c'est parce qu'on met un cadre, quoi. Mais oui, bon. mais encore une fois, si on veut la concurrence, il n'y a pas besoin de signer des traités. Donc, en fait, on est dans une inversion là, du langage et des mots. En réalité, on se met en concurrence déloyale, en fait, avec les autres pays. Alors, ce qu'il faudrait, c'est coopérer. Et coopérer, c'est protéger les tissus industriels respectivement des pays, ne pas créer des chômages de masse comme on l'a aujourd'hui en France. Le chômage de masse, c'est désastreux. Je sais bien que ça fait depuis les années 80 qu'on a un chômage de masse dans notre pays, mais c'est juste pas normal en fait ce qui se passe. Parce que le chômage de masse, ça veut dire que la démission n'existe plus dans notre pays. Les gens ne démissionnent pas et il n'y a pas de travail. Et donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas non plus négocier leur salaire. Ça veut dire qu'ils sont obligés d'accepter des conditions de travail qui sont parfois insupportables. Pourquoi vous avez une explosion des burn-out ? Vous avez là l'explication. Moi je suis avocat en droit du travail, les inaptitudes elles explosent parce qu'on impose toujours plus de cadence, toujours plus d'objectifs. Les gens n'en peuvent plus en fait. Ils sont soumis à des systèmes d'injonction contradictoires qui font qu'ils ne peuvent pas réaliser leurs tâches. Et puis à côté, vous avez évidemment des chômeurs qui se retrouvent dans des très grandes précarités, n'arrivent pas à retrouver du travail parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Il n'y en a pas. Je veux bien qu'ici ou là, il y ait quelques feignants de gens qui ne veulent pas travailler. Mais la majorité des chômeurs, si on prend les chiffres, c'est pas compliqué. Il y a 5,6 millions de chômeurs. Il y a 300 000 emplois disponibles qui ne sont pas pourvus. 300 000 versus 5,6 millions. Donc admettons qu'il y ait 300 000 feignants, vous avez encore 5 300 000 personnes qui ne travaillent pas juste parce qu'il n'y a pas de boulot. Alors, est-ce que la dernière tendance qui est de créer sa propre petite boîte et d'essayer d'exister, c'est l'une des pistes, ça ? Le problème, c'est que si on fait référence notamment aux livreurs Uber Eats ou Deliveroo, etc., bon, ils ne sont pas du tout indépendants. En réalité, ce sont des salariés. Enfin, je veux dire, ils n'ont qu'un client, c'est la plateforme. La définition de l'indépendance, je sais de quoi je parle dans ma profession. Ce qui fait mon indépendance, c'est que j'ai une multitude de clients. C'est ça qui fait mon indépendance. Si je n'ai qu'un client, je ne suis pas indépendant. Allez, dernier appel. 0826 300 300, c'est Yves qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Oui, bonjour Monsieur Boulot, bonjour Sud Radio. Oui. Voilà, alors je suis un peu embêté ce matin parce que je suis en gros, et je préfère avoir, pas de conflit évidemment, je préfère avoir une idée un peu différente. Alors que je suis assez d'accord avec tout ce que explique très bien Monsieur Boulot. Mais il y a quand même quelques points qui pour moi, ils se trompent. Voilà, mais je n'ai pas dit que c'est faux. Non, mais attendez, mon cher Yves, personne n'a la vérité absolue, ça se saurait. Surtout pas moi. On vous écoute, Yves. Allez-y. Alors, voilà. Alors, il met le départ par rapport aux Gilets jaunes. Là, je crois qu'il se trompe totalement, car les Gilets jaunes ne sont pas du tout ce qu'il veut dire. Les Gilets jaunes, c'est un épiphénomène qu'on ne sait même pas d'où ça vient et où ça va. Pour moi, je vais vous dire une petite explication. Quand ça a commencé, les journalistes dans les médias disaient oui, aux prochaines élections, ils feront 30-35%. Moi, j'avais dit qu'ils feront 1%. Et je m'étais trompé, ils ont fait moins de 1%. Voilà. Bon, mais peu importe, ça c'était le départ, car cela date depuis trop longtemps. Deuxièmement, M. Boulot dit dans ses commentaires que pour le constat, tout cela, je suis très d'accord, c'est pour ça que je suis un peu gêné. Mais dans les commentaires, il dit qu'il faut que les syndicats, tout cela... Moi, justement, c'est le contraire. C'est parce qu'il n'y a plus personne dans les syndicats. C'est parce qu'il n'y a plus personne dans les partis politiques que les mots solidarité ne veut plus rien dire qu'on en est là. En France, il y a une démocratie représentative. Voilà, c'est très clair. Si les gens, comme il dit, si les gens d'eux-mêmes ne sont pas, n'ont pas, si j'ose dire, une philosophie de la vie, s'ils sont totalement délaissés, s'ils disent oui, les élections, ça sert à rien, moi je ne sais pas à quoi je sers, s'ils ne vont pas aux élections, c'est les personnes elles-mêmes, comme disait quelqu'un que je ne vais pas nommer, on ne fait pas le bonheur des gens à leur insu. Les gens doivent se prendre en compte. Pourquoi les Gilets jaunes ont été pour moi le coup fatal à la démocratie représentative, c'est-à-dire levez-vous de bonne heure pour faire des syndicats alors que les Gilets jaunes allaient tout casser. Moi, j'ai 50 ans de syndicats, jamais dans ma vie j'ai demandé à ce qu'on casse, jamais.
j'ai été dans un parti politique, jamais j'ai voulu qu'on aille bloquer les autres. Ouais. Vous voyez, ça donnait un coup. Alors, ça Yves, donnait un coup sur la tête à la démocratie représentative qui est représentée par les partis politiques, Yves, par alors, les syndicats. Oui. Voilà. François Boulot va vous répondre hein, sur. Finalement, il y a une seule question qui se découpe en deux points là. Hein. Oui, tout à fait. Moi, j'apprécie déjà, je note l'humilité de l'auditeur. Je vais essayer de faire preuve de la même humilité. Je crois que c'est très important. Sur la première question, le premier point, c'était en gros les gilets jaunes, c'est un épiphénomène. Je ne crois pas du tout. Je crois au contraire que c'est un symptôme du mal-être de la société. J'ai expliqué qu'il y a une baisse du niveau de vie, donc qui touche au moins 30% des Français depuis 2018. Voilà, on a le pourquoi des gilets jaunes. C'était pas un sentiment de baisse du niveau de vie, c'était une baisse de niveau de vie. Et ça va produire des effets sur le long terme. Alors après, j'entends les critiques contre les gilets jaunes. Je ne crois pas du tout qu'il y avait une volonté générale d'absence de représentation. En fait, je crois que c'était vraiment le manque de confiance, la crise de confiance qui s'exprimait à ce moment-là. Finalement, ça va rejoindre effectivement dans le prolongement la question. Monsieur disait, il faut croire en les syndicats, en les partis politiques et en fait à une forme de collectif et d'organisation collective. Là-dessus, monsieur, je vous rejoins à 100%. Je suis pour effectivement la démocratie représentative. Le problème, c'est que le mal est profond. C'est ce que j'essaye d'analyser dans le livre. On a une société de consommation et de culture de masse qui a entraîné un hyper-individualisme dans la société. Sur le plan philosophique, en gros, on est dans l'immanence et non pas dans la transcendance. On cherche la vérité en soi et on n'essaye plus de se transcender pour se raccrocher à un collectif, à un ordre des choses qui soit extérieur à soi. Bon, j'ai fait une petite dérive philosophique, mais je pense effectivement que la crise que nous vivons, elle n'est pas seulement politique, elle est existentielle. On a un problème dans la manière dont on pense le monde, dont on se situe dans le monde et dans notre rapport aux autres. C'est pour ça que dans le livre, j'essaye aussi d'insister sur l'idée d'émancipation individuelle et de reprendre en compte le cadre collectif, l'importance de s'organiser et d'organiser la société sur des principes de coopération et de solidarité. Oui, mais est-ce qu'il faut se réapproprier les syndicats, les partis politiques, quoi, aussi Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais en fait, si on en est là, c'est parce que précisément les gens n'y croient plus et parce qu'il y a il y a eu cette dérive existentielle qui tient à l'individualisme, qui tient à l'organisation de nos modes de production et de consommation, avec la division du travail où finalement chacun est dans son coin, dans son couloir à faire son travail, puis on voit pas le travail des autres et on se situe plus par rapport aux autres. Et puis on peut rester chez soi pour commander maintenant sur des plateformes de livraison. Le télétravail n'aide pas. Voilà, donc tout est fait pour isoler les individus. Et donc effectivement, moi je crois tout à fait en la notion de collectif, mais pour ça, encore faut-il, entre guillemets, ouvrir ses chakras, mais en fait, s'ouvrir la possibilité d'à nouveau dialoguer et de se mettre d'accord et de trouver des compromis avec les autres. C'est ça qui devient difficile dans la société. C'est-à-dire que moi, je suis pour ces solutions de recréer, redonner du sens à nos vies en redonnant du sens au collectif, mais ça passe peut-être déjà par une introspection personnelle. Vous ne voulez pas créer un parti politique alors, ou un syndicat? Non, mais vous ne serez pas candidat à la présidentielle? Non, mais il n'a jamais été question de ça. Je suis candidat à rien. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, dès lors que vous mettez le pied dans ce système, vous ne pouvez pas faire autrement que de perdre votre indépendance, au moins intellectuelle, et votre intégrité. Et le mal, encore une fois, il est profond. Il faut pouvoir raisonner de manière tout à fait indépendante. Moi, j'essaie vraiment aujourd'hui de transmettre des idées qui sont politiques, qui sont économiques, qui sont sociales, qui sont démocratiques, mais aussi qui tiennent donc aux questions existentielles. Vous restez un porte-parole. Oui, merci. Exactement. Oui, merci François Boulot. Reprendre le pouvoir, manuel d'émancipation politique, tout est dit. Les éditions Les Liens qui libèrent. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, Yvan Cugus sera avec nous parce qu'il a un invité exceptionnel, Jean-Marie Bigard, ce soir. Bigard, le retour. Oui, là, attention, c'est toujours explosif. Allez, on en parle dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h.